Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau pour une nouvelle édition de notre Macroscope mensuel. J'espère que vous profitez bien de l'été et que bien sûr vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Alors commençons directement et regardons l'agenda pour aujourd'hui, assez habituel. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Quelles sont bien sûr nos perspectives et celles sur les marchés pour les prochaines semaines, voire les mois à venir. On va bien sûr à nouveau vérifier, analyser, regarder d'un petit peu plus près une méga tendance, une thématique d'investissement ou économique. Bien sûr, on va passer en dessous du radar et partager les 5 de Toward avec vous. Et bien sûr, on va terminer avec notre rubrique habituelle sous les projecteurs où en fait on va partager une idée, une pensée sur les portefeuilles, sur l'économie, sur la construction de portefeuilles pour clôturer ce macroscope du mois de juillet. On est début d'août et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les marchés financiers, ils ont connu un mois de juillet assez mouvementé, quand même dominé par deux grands thèmes. D'abord, les tensions géopolitiques et les doutes croissants autour des investissements quand même colossaux dans l'intelligence artificielle. En début du mois, le regain de tension, bien sûr, entre les États-Unis et l'Iran de l'autre côté a provoqué une hausse rapide des prix du pétrole. Le cours du baril de Brent a dépassé brièvement les $100 par baril, ce qui a donné un solide coup de pouce aux matières premières. C'est quelque chose que nous, on a ressenti dans nos portefeuilles également, avec bien sûr une exposition stratégique dans la matière première de notre poche alternative. Ces prix de l'énergie plus élevés, combinés à des chiffres économiques étonnamment solides, ont ravivé les craintes d'une inflation durablement élevée. Résultat, les rendements obligataires ont augmenté à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire les rendements ont augmenté, les taux sont remontés vers la hausse, ça veut dire que les obligations à nouveau ont quand même pas mal souffert. Sur les marchés actions, un glissement très clair s'est opéré. Les investisseurs ont délaissé les valeurs technologiques au profit des actions de valeur, comme l'énergie et bien sûr le secteur financier. Les pays et régions moins exposés à la technologie ont ainsi nettement surperformé les marchés très dépendants du secteur des semi-conducteurs. Quand on va un petit peu plus approfondir le thème des actions, à nouveau, les performances sur le marché actions ont fortement varié selon les régions et bien sûr les secteurs, comme on vient d'évoquer pendant le mois de juillet. L'indice britannique, par exemple, le FTSE All Share, s'est imposé comme l'un des plus performants, avec une hausse de 3,7%. La bourse de Londres a profité de sa faible exposition aux technologies et de sa forte pondération dans les valeurs énergétiques et financières. Au Japon, le bilan reste mitigé. L'indice large Topix a terminé pratiquement stable, tandis que le Nikkei 225 a une forte composante technologique, a chuté de près de 8% en raison de lourdes pertes chez les spécialistes des puces électroniques. Les actions européennes ont elles aussi fait du surplace dans l'ensemble. Le secteur bancaire et industriel ont relativement bien résisté en Europe, mais ces gains ont été effacés par le repli des entreprises technologiques. Ce que vous voyez ici sur le slide, le premier graphique d'aujourd'hui, il y a quand même des zones d'attente, mais aussi les bénéfices futurs du S&P 500, le S&P 500 américain, le grand indice assez connu américain. Et quand on regarde en fait ce graphique, c'est en fait la prévision des bénéfices du S&P 500 en échelle logarithmique, on observe une trajectoire nettement haussière. Depuis 2012, les bénéfices suivent une croissance quand même régulière, relativement stable, représentée par la ligne pointillée. Après un court passage à vide vers 2020, la hausse s'est fortement accélérée, ce qui a porté la courbe réelle bien au-dessus de la tendance de long terme. À mi-2026, elle atteint un niveau historiquement élevé. Et si on regarde la projection pour juillet 2028, donc dans 2 ans, ceci est matérialisé par le point rouge en haut à droite. La progression attendue se situe encore bien au-dessus de cette moyenne historique. Cela montre à quel point les attentes du marché sont particulièrement élevées en ce moment. Aux États-Unis, le S&P 500, parlant de celui-là, il a également affiché un niveau quand même quasi inchangé. Malgré une saison de résultats, ça il faut le mentionner, les résultats trimestriels qui étaient particulièrement solides. Une grande majorité d'entreprises, et ça ce n'est pas nouveau cette année-ci,
a publié des chiffres supérieurs aux attentes des analystes, avec une belle croissance annuelle des bénéfices notamment. Pourtant, les investisseurs sont restés de marbre. Pour les géants de la tech, se contenter de battre les prévisions ne suffit plus apparemment. Le marché exige désormais des preuves concrètes, réelles, que les investissements massifs dans les infrastructures d'IA, d'intelligence artificielle, vont générer un vrai retour sur l'investissement. La question centrale devient donc celle de la pérennité de ces profits. Alors que l'arrivée des modèles d'IA moins chers et plus efficaces stimule bien sûr la concurrence et met les marges un petit peu sous pression, selon des acteurs comme BlackRock notamment, ces modèles plus abordables ne remettent pas en cause la thématique globale de l'investissement, mais ils redistribuent les cartes quant aux futurs gagnants. Un positionnement sélectif axé sur les goulots d'étranglement de l'infrastructure, comme l'énergie, les semi-conducteurs et les data centers, apparaît quand même d'être pertinent. Les revers les plus marqués ont été enregistrés sur les marchés émergents. L'indice MSCI Emerging Markets, IM, a reculé de 3% et le MSCI Asia ex-Japan, donc ça c'est le marché asiatique hors Japon, de 3,2%. Alors que les profits de la tech américaine reposent surtout sur les logiciels et le cloud, les marchés émergents d'Asie sont très directement intégrés dans la chaîne de production physique des puces. Les inquiétudes liées aux nouvelles restrictions sur les technologies de pointe en provenance de Chine ont entraîné des ventes quand même assez massives sur des poids lourds comme SK Hynix et Samsung Electronics en Corée du Sud. Ceci faisant plonger la bourse sud-coréenne de 17,1%. La bourse taïwanaise, de son côté, a également souffert de ce mouvement. Même si le marché chinois s'est adjugé d'une belle hausse de 9% grâce à un regain de confiance, cela n'a pas suffi à compenser les pertes dans le reste de la région émergente. Quand on va surveiller un petit peu les obligations, on les oublierait presque, mais il y a quand même pas mal de choses qui bougent et qui changent de ce côté-là également. Les rendements des obligations d'État des pays développés ont progressé au cours du mois de juillet, d'une façon quand même relativement stable. Et bon, cette combinaison des prix de l'énergie plus élevés et des chiffres économiques quand même solides a contraint les investisseurs à revoir leurs anticipations de taux et de l'inflation. Aux États-Unis, par exemple, les taux à 2 ans et à 10 ans ont tendu, bien que la Réserve fédérale ait laissé ses taux directeurs inchangés. En Europe, ce sont les obligations d'État italiennes qui ont enregistré la plus forte hausse de rendement et cela ne traduit pas de nouveaux doutes sur les finances publiques italiennes. Donc à nouveau, quand on dit hausse de rendement, ça veut dire hausse des taux d'intérêt, ça veut dire que les obligations existantes corrigent. Mais pour revenir sur l'Italie, cela s'explique plutôt par le fait que les titres italiens réagissent quand même généralement de manière plus volatile lorsque le marché réajuste ses perspectives de taux pour la zone euro. Du côté des obligations d'entreprise, c'est la sensibilité au taux, donc ce qu'on appelle la durée, la duration en anglais, qui a fait la différence, plus que la qualité du crédit. Les obligations à haut rendement, donc ça veut dire à qualité faible, le high yield, ont mieux tiré leur épingle du jeu grâce à leur maturité plus courte et des coupons qui étaient déjà plus généreux. Tandis que les obligations de haute qualité, les investment grade, ont subi des pertes plus lourdes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est quelque chose qu'on a clairement remarqué. Au sein de ce dernier segment, donc les obligations de haute qualité, ce sont surtout les entreprises technologiques qui ont souffert, en raison d'une vague d'émissions obligataires destinées à financer leurs projets dans l'intelligence artificielle. Est-ce que, une question qu'on pourrait se poser, le risque d'inflation est-il derrière nous? Les principales banques centrales du monde développé ont maintenu leur taux d'intérêt inchangé en juillet. Pourtant, le message délivré par leurs dirigeants est resté très ferme. Ils ont clairement indiqué que la menace inflationniste n'était pas encore écartée. Par conséquent, les marchés financiers intègrent l'idée que les taux vont rester à un niveau élevé pendant une période prolongée. Même si l'inflation globale s'est progressivement assagie ces derniers mois, la remontée des cours de l'énergie et la résilience de l'économie réinjectent de doutes. On craint de voir l'inflation s'installer durablement au-dessus des objectifs visés. Et les investisseurs ont rapidement intégré ce ton quand même assez offensif dans les cours
réduisant nettement les espoirs d'un assouplissement monétaire rapide à court terme. Assouplissement, ça veut dire baisser les taux pour quelque part donner un nouveau élan, un petit peu plus de souffle et d'énergie à l'économie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les perspectives? Commençons comme de façon habituelle avec l'indice Fear and Greed. Et l'indice Fear and Greed de CNN, vous pouvez le consulter publiquement. Le sentiment du marché se situe actuellement très nettement dans la zone greed. Donc quand on voit un petit peu l'évolution des derniers mois, on avait un petit peu peur, on était neutre et stable et on revient en fait vers une période de quelque part de confiance sur les marchés, certainement chez les investisseurs. Et ceci avec un score donc sur le Fear and Greed Index de 62. C'est une hausse quand même claire par rapport au mois dernier où l'indice affichait un niveau neutre de plus ou moins 46. Et nous sommes en fait exactement au même niveau qu'il y a un an. Les chiffres de hier et de la semaine dernière, donc 60, 59, confirment l'appétit pour le risque qui reste quand même élevé chez les investisseurs depuis un certain temps déjà. Donc oui, ça bouge parfois de mois sur mois, mais il paraît que les investisseurs ont repris de la confiance, à tort ou à raison, bien sûr à évaluer les mois qui viennent. Passons aux anticipations de taux des banques centrales et aux conditions financières sur le slide suivant. Sur le graphique de gauche, on voit que le marché intègre des taux directeurs qui sont maintenus à des niveaux élevés pour les 3 prochaines années. Le Royaume-Uni et les États-Unis arrivent en tête avec des taux attendus au-dessus des 4%. La zone euro suit autour de 2,8%, tandis que le Japon remonte vers 2,4%, qui est quand même un taux historiquement élevé pour le Japon. Tandis que la Suisse, de son côté, reste le plus bas avec environ 0,5%. À droite, si l'on observe des conditions financières mondiales où une valeur plus basse indique un environnement plus souple, les conditions aux États-Unis se sont nettement assouplies par rapport au pic de 2022 et 2023. En revanche, dans la zone euro et au Royaume-Uni, les conditions financières restent comparativement plus strictes. Passons au slide suivant et on va parler un petit peu plus de cette dette publique et bien sûr aussi les investissements publics. En ce qui concerne ces finances publiques, le graphique de gauche montre que la dette publique en pourcentage de l'économie, du PIB, le produit intérieur brut, continue sa progression à long terme, malheureusement. Les États-Unis battent des records avec une dette attendue proche de 140% d'ici 2030, suivie par le Royaume-Uni autour de 104% et la zone euro pas loin des 90%, donc malgré la Belgique. Et les États-Unis, juste pour vous partager quelques chiffres quand même colossaux, ils sont venus en fait à un paiement annuel sur leur dette existante, purement l'État américain, à plus de 1000 milliards de dollars chaque année. Ça veut dire que même sans remboursant rien, ils doivent payer plus de 1000 milliards de dollars chaque année pour simplement payer ces intérêts. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, selon nous, ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite parce que c'est quand même un risque très important et pourrait avoir un effet boule de neige, pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres régions également pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. En Europe, l'Allemagne reste bien sûr nettement plus bas, aux alentours de 70%. Donc, même si là, le gouvernement commence à dépenser plus, surtout dans l'armement, dans l'infrastructure, ils ont un taux d'endettement qui est nettement plus faible. Donc, ils peuvent se le permettre. À droite, en regardant ces investissements publics, l'accélération dans la zone d'euro, elle est quand même spectaculaire. Si on prend un petit peu de recul, les investissements augmentent de plus de 7,5% par an sur la période 2022-2027. Donc ça, c'est annuel. C'est un net coup d'accélérateur par rapport, bien sûr, à l'après-crise financière. Et c'est une croissance plus forte, ça c'est très important, qu'aux États-Unis. Donc, je dirais combinaison d'une croissance plus importante de ces investissements, d'un niveau d'endettement qui est plus faible pour la zone d'euro, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de vent porteur pour l'économie dans la zone euro les années à venir. Passons à l'élément suivant, et là on va regarder plutôt le côté épargne et endettement des ménages. Du côté des ménages, la partie gauche montre que l'épargne accumulée pendant la pandémie, elle a été quasi totalement consommée. La pandémie, elle a commencé il y a plus de 6 ans déjà, ça se passe tellement vite. Et aux États-Unis, le taux d'épargne est même tombé sous sa moyenne pré-Covid. Donc déjà un taux qui était très faible, mais là depuis un certain temps, on est dans une zone extrêmement faible pour les États-Unis.
Dans la zone euro et au Royaume-Uni, il reste encore un léger quelque part coussin positif. À droite, en ce qui concerne l'endettement des ménages, et ceci par rapport au PIB, donc à nouveau par rapport à la taille de l'économie, la tendance est en fait une tendance de désendettement, donc ça veut dire moins de dettes, ce qui est très positif quand même. Ça veut dire que quand même une partie de l'économie, peut-être pas les États, mais les ménages prennent moins de dettes ou en fait diminuent leurs dettes par rapport à la taille de l'économie. Et cette tendance, en fait, quelque part continue depuis presque la crise de 2008, notamment aux États-Unis, également au Royaume-Uni, et bien sûr aussi en Espagne, où en fait le niveau d'endettement ne cesse de baisser. Quand on va regarder les investissements américains et bien sûr le boom de la production industrielle, on l'a quelque part mentionné tout à l'heure, si on fait un zoom sur ces investissements et la production industrielle aux États-Unis spécifiquement, à gauche, ce que vous voyez, c'est les investissements des entreprises en pourcentage de l'économie et ceci a fortement rebondi pour aller retrouver des sommets historiques autour de 14%. Alors que l'investissement résidentiel, donc le logement en fait, reste sous sa moyenne de long terme. À droite, on voit la production industrielle qui montre quand même un grand écart assez impressionnant. Alors que l'industrie traditionnelle, ça veut dire, pour faire simple, hors high-tech, hors haute technologie, fait du surplace depuis quelques années déjà, les secteurs technologiques s'envolent. Porté par l'essor de l'IA générative depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, la production de semi-conducteurs et d'équipements de télécommunications a connu une hausse exponentielle pour dépasser largement l'indice de 170. Passons au thème suivant. On va s'approfondir un petit peu dans un secteur, une thématique. Et là, la thématique, ou quelque part la prolongée de la thématique, c'est bien sûr à nouveau l'IA, mais le côté infrastructure. Donc, il faut voir un petit peu plus loin selon nous. Dans un monde, vous le savez, qui est marqué par la raréfaction des ressources, les investisseurs doivent porter leur regard au-delà des classes actives, quelque part traditionnelles, pour obtenir une bonne exposition. On parle toujours qu'il faut avoir un portefeuille diversifié, mais il ne faut pas quelque part s'enforcer dans un cadre trop restrictif ou quelque part se contenter du portefeuille traditionnel quand on parle de diversification. L'infrastructure se trouve aujourd'hui au carrefour de plusieurs grandes tendances. D'abord, il y a l'explosion de la demande en intelligence artificielle. Il y a également la saturation du réseau électrique, la fragmentation géopolitique et bien sûr la transition énergétique. Et l'IA ne nécessite pas seulement des logiciels performants, elle exige surtout des capacités physiques, des data centers, de la production d'énergie et bien sûr un réseau électrique solide. L'infrastructure offre une exposition directe à la demande en IA, sans avoir à parier à l'avance sur les futurs gagnants de la tech. Donc, quelque part, on pourrait se dire que c'est un pari un petit peu plus sûr et certain que se dire qui va être l'NVIDIA de demain ou le OpenAI, bien sûr, l'entreprise derrière ChatGPT de demain. Quelque chose qui est très difficile à prédire et qui peut changer rapidement. Ce qu'on sait quand même certainement, c'est que le besoin de puissance de calcul a déclenché quand même un boom massif du côté des data centers. Depuis le lancement de ChatGPT, les transactions d'infrastructures qui sont liées au data center ont grimpé en flèche. Alors que ce marché était quand même relativement modeste avant 2022, les opérations privées, donc ça veut dire avec du capital privé, les marchés privés mondiaux ont atteint un sommet proche de 90 milliards de dollars en 2025. Et ces projets sont financés de multiples façons, des obligations cotées, des emprunts bancaires, mais également des titres adossés à des actifs, ce qu'on appelle en anglais des asset-backed debt, ou du financement privé direct. Et l'étiquette de l'investissement, que ce soit coté ou non coté, de la dette, les fonds propres, détermine principalement la liquidité et la structure juridique. Les risques économiques sous-jacents restent quand même toutefois identiques. Ils reposent tous sur les mêmes hypothèses de demande en IA, de disponibilité électrique et de taux d'occupation et de capacité de refinancement. Ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est le nombre de transactions sur ce slide mondial dans les data centers d'infrastructure. Et si on observe ce slide qui est en fait axé sur les transactions privées dans l'infrastructure, on constate une accélération spectaculaire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Entre 2020 et 2022, à titre indicatif, le volume global restait très modeste, sous la barre des 5 milliards de dollars.
C'est bien sûr énormément d'argent, mais au niveau global, ce n'est presque rien quand on sait que pour tous ces différents challenges, pour tous ces différents quelque part combats qu'on devra mener pour l'infrastructure les prochaines décennies, on parle des investissements de milliards de dollars pour les prochaines décennies. Et donc le volume global entre 2022 et 2020 était 5 milliards de dollars. Mais ce n'est qu'à partir de 2023 que la hausse s'amorce, avec un premier palier vers 15 milliards de dollars. Donc en fait, on triple déjà. En 2024, le montant atteint environ 25 milliards de dollars, avant bien sûr de s'envoler littéralement en 2025 pour toucher les 90 milliards de dollars. Et on ne pense pas que ça va s'arrêter là. Cette courbe illustre parfaitement le raz-de-marée des capitaux qui se déversent sur les infrastructures de l'IA. Pour exploiter efficacement la dynamique de l'IA et des infrastructures, les investisseurs doivent se concentrer sur la qualité des flux de cash, de trésorerie sous-jacents, les termes des contrats et bien sûr les protections du crédit. Ceux qui souhaitent immobiliser leurs capitaux sur le long terme peuvent accroître fortement leur exposition via le marché privé notamment. L'infrastructure privée offre, donc ça veut dire privée, elle n'est pas cotée en bourse, à titre d'exemple. Elle offre davantage de contrôle et un accès direct à des actifs essentiels. Pour les investisseurs qui, par contre, ont besoin de liquidité, les actions cotées, les obligations et le marché du crédit traditionnel, quelque part, constituent d'excellentes alternatives pour intégrer cette idée, cette thématique dans le portefeuille. Sur le marché du crédit actuel, où les marges et les spreads de taux, donc l'écart entre les obligations de haute et de basse qualité, sont quand même assez étroits, une analyse rigoureuse des cash flows et des garanties est quand même capitale pour bien évaluer le risque. Passons au prochain segment, donc les 5 de Toward un petit peu médiatisés. C'est quelque chose que, pour ceux qui d'entre vous le savent, on publie également de façon hebdomadaire sur nos réseaux sociaux. Bien sûr, le protocole d'intervention de change des États-Unis et Japon. Et c'est quelque chose qui finalement, on l'avait annoncé, mais qui s'est concrétisé. Mais déjà le 31 juillet, le département du Trésor américain a averti les grandes salles de marché bancaires d'une possible intervention conjointe pour soutenir le yen japonais, donc la devise japonaise. Ceci afin de contenir la volatilité quand même excessive des devises malgré la baisse des écarts de taux. Prochain élément, on remarque même un record d'investissement direct américain à l'étranger, peut-être surprenant, et notamment le chiffre est colossal, 7 140 milliards de dollars. Les données ajustées du BEA pour fin 2025-2026 montrent en fait que le cumul des investissements directs américains à l'étranger a progressé de 438 milliards de dollars pour atteindre 7 140 milliards de dollars au total. Donc en fait tiré par une hausse de 350 milliards de dollars dans les sites de production européens notamment. Donc à nouveau, on parle de guerre commerciale, surtout depuis l'arrivée du président américain Donald Trump. On ne le remarque pas dans les investissements, notamment en Europe aussi. Est-ce que le pétrole est cher ? C'est quelque chose dont les assureurs en profitent notamment. Les grands assureurs automobiles ont fait un état d'une amélioration de leur marge. La hausse des prix du carburant partout à travers du monde, à la pompe, ayant contribué à réduire le nombre de kilomètres parcourus. Donc les gens vont moins prendre leur voiture ou rouler un petit peu moins vite, donc ils vont moins consommer et ils vont moins rouler et passer de temps dans la voiture, donc moins de risques de sinistres. Et le nombre de sinistres déclarés, on le voit déjà, a diminué. Et ce qui est positif pour les assureurs. Donc ce n'est pas seulement les grands pétrolières, les grandes entreprises pétrolières qui en profitent, également le secteur financier. Le pessimisme industriel allemand, on repasse proche de chez nous, s'affiche à 44,1. C'est un indice qui est très faible, ça veut dire un niveau en dessous de 50 est négatif. Et c'est une illustration du fossé structurel au sein de la zone euro quelque part. L'indice PMI industriel allemand, donc un indice industriel allemand, est tombé à un plus bas de 4 mois à 44,1. Alors que les pays du bassin méditerranéen, quelque part, l'Italie, l'Espagne notamment, ont enregistré une modeste croissance saisonnière. Parlant des marchés émergents tout à l'heure et de la technologie, en fait, on parle aussi souvent de la concentration des poids des investissements dans les marchés actions technologiques, mais le vrai roi de la concentration, il se trouve dans les pays émergents. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
abrégé pour plus facilement TSMC, a porté sa pondération dans cet indice MSCI Emerging Markets, donc l'indice quelque part le plus connu sur les marchés émergents, à un niveau record de 15,08%. C'est par exemple plus que le double du poids de Nvidia dans le S&P 500. Donc, à nouveau, il y a quand même une grande différence entre les différentes régions à travers du monde entier. On termine avec un zoom. On va approfondir un thème ou une idée spécifique. Est-ce que la baisse du niveau des cours d'eau, est-ce que c'est un signal d'alarme, quelque chose de très actuel avec les chaleurs qu'on vit et qu'on a vécu déjà cet été, et pas seulement cet été, les derniers mois, mais aussi à plusieurs reprises les dernières années? Pour les entreprises, le changement climatique n'est plus une préoccupation lointaine, à horizon de 10, 20, 30 ans. Il impacte déjà directement l'exploitation, la valeur des actifs, mais aussi les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Alors que les modèles financiers ont longtemps considéré les risques climatiques physiques comme de vagues variables de long terme, la réalité des sécheresses extrêmes, des inondations, mais aussi des vagues de chaleur, montre qu'un impact économique survient bien plus vite que prévu. Donc ce n'est pas graduel, c'est peut-être parfois un choc surprenant à court terme également. Et un exemple très concret de cet impact concerne les grands axes fluviaux européens. La sécheresse prolongée et la baisse du niveau du Rhin mettent l'industrie allemande notamment sous pression. Bien que le Rhin ne représente qu'une part limitée du fret, donc du cargo total allemand, le fleuve est quand même vital pour le transport des matières premières qui alimentent le moteur industriel du pays. Donc à nouveau, une chaîne d'approvisionnement qui est assez compliquée et a un impact dans une partie de cette chaîne, a un impact pour l'économie dans sa totalité. Au point de mesure critique de Kaup, c'est un endroit sur le Rhin, un niveau d'eau inférieur à 80 cm perturbe gravement la navigation de péniche. Les bateaux doivent réduire leur chargement, ce qui fait s'envoler le coût de transport à l'unité. Plusieurs études établissent un lien direct entre ces perturbations logistiques et le ralentissement de la production industrielle allemande. En outre, le surcoût du fret est généralement supporté par les acheteurs industriels plutôt que par les transportateurs. Donc ce n'est pas quelque part ceux qui vont naviguer le bateau qui vont payer, c'est l'acheteur final qui va payer. On a clairement vu cette dynamique à l'œuvre en 2018 et en 2022, où la baisse des eaux avait provoqué des avertissements sur les résultats dans le secteur chimique notamment. Avec la sécheresse qui persiste en 2026, un scénario similaire se dessine. Ce que vous voyez sur ce graphique, lié bien sûr, où on part du risque lié au Rhin, mesuré à la station de Kaup, on observe en fait le niveau d'eau exprimé en centimètres. Ce n'est pas en mètres, mais en centimètres. Et la zone bleu clair représente la plage historique observée entre 1970 et 2025. La ligne horizontale pointillée en bas marque le seuil critique de navigation que j'ai mentionné tout à l'heure, fixé à 80 cm. La ligne violette retrace l'évolution pour l'année 2026, cette année-ci. Après un pic au printemps autour de 500 cm, le niveau d'eau baisse de façon continue à partir du mois de mai et juin. Courant juillet, la courbe violette passe définitivement sous la barre critique des 80 cm, matérialisant immédiatement le risque logistique et industriel qui pèse sur l'économie allemande. Avec tout ceci, le fait que les risques climatiques physiques se concrétisent plus vite que prévu, c'est également confirmé par une récente étude, notamment d'Environment Plus Energy Leader. Et au niveau des directions d'entreprise, l'hypothèse traditionnelle veut que l'impact climatique soit intégré de manière progressive, comme j'ai mentionné au début. Et à nouveau, la réalité révèle pourtant un véritable, quelque part comme un angle mort avec une voiture. Il y a un blind spot, comme on dit en anglais. Donc, il y a des choses qui ne sont pas prévues, sur lesquelles on n'a pas encore suffisamment de données. Donc, à nouveau, une mauvaise surprise pour certaines parties de l'économie. Le marché de l'assurance sert ici quand même de révélateur le plus rapide, honnêtement. Les assureurs ajustent en effet leurs primes et leurs conditions d'année en année et non sur la base des plans stratégiques pluriannuels de certains pays, régions ou d'entreprises. Ils regardent qu'est-ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'il y a des dégâts à payer, est-ce qu'il y a quelque part une assurance qui doit devenir plus chère par exemple, ils vont immédiatement l'ajuster. En conséquence, les entreprises se retrouvent confrontées à des augmentations de primes très rapides. C'est quelque chose complètement différent, mais à nouveau qu'on a vu lors du début de la crise entre les États-Unis, Israël et l'Iran et le détroit d'Ormuz,
avec les primes pour assurer ces navires qui a énormément augmenté rapidement. Mais à nouveau, rien à voir avec ce climat, ce conflit-là. Donc des primes qui augmentent très rapidement, voire un refus de couverture, parfois pour des sites exposés aux inondations, notamment aux feux de forêt, donc incendies, ou à des chaleurs chroniques. D'après l'étude Corporate Resilience Survey du MSCI Institute, si 94% des entreprises réalisent des analyses de risque, 68% se limitent à des horizons quand même assez courts de 2 à 5 ans. De plus de 80% d'entre elles s'appuient sur des données historiques de sinistres plutôt que des modèles climatiques prospectifs. Cela crée un risque d'actifs échoués, ce qu'on appelle en anglais des stranded assets, ça veut dire des bâtiments, des usines ou des infrastructures dont la durée de vie utile et la rentabilité diminuent nettement avant le terme de leur amortissement. Pour éviter ces pertes d'actifs et ces coûts imprévus, les directeurs financiers, les responsables de la gestion des risques doivent revoir leur allocation de capital. Les nouveaux investissements et projets d'infrastructure, dont on a parlé tout à l'heure, doivent impérativement être soumis à des crash tests quelque part, à nouveau comme des voitures, mais des crash tests climatiques intégrant les conditions météo attendues sur toute la durée d'amortissement. En même temps, l'urgence de la situation, ça crée des opportunités, donc on termine avec quelque chose de positif. Elle accélère la nécessité clairement de réduire les dépendances stratégiques en accélérant la transition vers des énergies plus propres et locales. Bâtir un approvisionnement énergétique résilient et une chaîne logistique adaptée au climat n'est plus seulement un objectif environnemental, c'est devenu un prérequis stratégique pour garantir la stabilité économique. Voici, on est arrivé à la fin de ce macroscope du mois de juillet. Je vous remercie énormément pour votre attention. Si vous avez une question, une suggestion, une idée pour un podcast, n'hésitez pas à nous contacter, Julien Daco, moi-même ou quelqu'un d'autre de l'équipe de Two World Wealth and Insurance. Visitez notre site, suivez-nous sur Substack pour toutes nos publications et analyses de recherche et je vous invite à nous rejoindre la prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.